Les enjeux internationaux, alors que l'Ukraine affronte un troisième hiver de guerre, les frappes russes contre les infrastructures énergétiques plongent des millions de civils dans le froid, tandis que les combats se poursuivent dans le Donbass. Dans ce contexte, l'annonce par Donald Trump d'une possible trêve limitée sur les bombardements relance le débat sur les négociations et le risque d'un simple gel du conflit. Bonjour Anna Colin-Lebedev. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences à Paris-Nanterre, spécialiste de l'Ukraine et de la Russie post-soviétique. Donald Trump affirme avoir obtenu de Vladimir Poutine l'engagement de cesser les bombardements sur Kiev et les autres villes ukrainiennes pendant une semaine. Zelensky a salué cette déclaration. Est-ce qu'on peut parler de trêve? On peut parler d'une trêve partielle, effectivement, c'est-à-dire que la Russie va sélectionner peut-être d'une autre manière les cibles qu'elle vise pendant cette période qui finalement est assez indéterminée. On ne sait pas si la trêve a pris fin, si elle tient encore. Et voilà, dans le journal, on a entendu ces victimes d'une attaque sur une infrastructure civile. Je dirais que de toute manière, pour la Russie, il est très simple de dire qu'elle ne vise pas des infrastructures civiles, puisqu'elle affirme que de toute façon, quand elle tire sur un immeuble, c'est que des militaires étaient abrités dedans et sur un entrepôt, c'était un entrepôt d'armes. Bon, comment les Ukrainiens envisagent-ils la chose? Est-ce qu'ils y croient? Je pense pas qu'il y ait de grandes espérances quant à la portée de ce cessez-le-feu. Bien évidemment, une interruption de la frappe sur les infrastructures énergétiques est bienvenue dans la mesure où elle permet, voilà, de réparer, de remettre le chauffage dans un certain nombre d'habitations. Pas dans toutes, bien évidemment, parce que voilà, la Russie a profité du grand froid qui s'abat actuellement sur le territoire ukrainien, et donc pour beaucoup d'habitants, eh bien, ce sont les radiateurs qui sont mis hors service par le gel, et donc même si on remet le courant, en fait, ils ne peuvent pas redémarrer. Eh oui, alors comment peut-on vivre, aujourd'hui avec, des températures extrêmement basses et un chauffage, qui ne fonctionne plus? On vit difficilement avec de la solidarité qui s'organise, avec aussi un certain nombre de choses qui sont mises en place, par exemple dans une cour d'immeuble, une tente pour, réchauffer, les habitants, dans les cafés, dans les entreprises qui ont la possibilité d'avoir des générateurs qui fonctionnent encore. Mais bien évidemment, ça n'a jamais été aussi difficile, en tout cas pour les habitants de la capitale, et je pense que symboliquement, c'est l'objectif de Moscou, de montrer qu'on frappe jusque dans la ville la mieux protégée, d'Ukraine, et qu'on l'affecte durablement. Mais n'oublions pas que Kiev, la capitale ukrainienne, connaît des bombardements absolument quasiment toutes les nuits depuis le début de la guerre. À quoi ça sert? Je pense que l'objectif de Moscou est à la fois de montrer sa capacité, une fois de plus, à affecter profondément le pays en profondeur, et aussi de tenter de décourager la population, de l'inciter peut-être à s'engager dans des négociations où la Russie gagnerait du terrain et l'Ukraine en céderait. Je pense que si le premier objectif est effectivement atteint, oui, les Ukrainiens sont très durement affectés. Le deuxième ne l'est pas, et c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que ce que je lis et ce que je vois chez mes contacts ukrainiens, c'est plutôt que, je dirais, au nombre important de victimes, s'ajoute aujourd'hui cette preuve supplémentaire que finalement la Russie cherche à s'en prendre à la totalité de la population ukrainienne. Donc ça a plutôt tendance à augmenter la détermination et la colère. Et donc vous pensez que les Ukrainiens peuvent tenir dans ce contexte-là? Je pense qu'aujourd'hui, les Ukrainiens ont très conscience de quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est que ils tiennent depuis, bientôt 4 ans, maintenant. Moi, quand je parle de la guerre, à mes étudiants, je leur montre systématiquement cette infographie du monde où on voit le déroulé mois par mois, en fait, de la situation sur la ligne de front, où pendant de longs mois, la ligne semble ne pas bouger. Alors pour nous, c'est un signe de guerre d'attrition. C'est pas Mmh. Je pense que le grand public ne sait pas trop ce qu'est une guerre d'attrition. Pour les Ukrainiens, c'est le symbole de leur victoire, d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est leur symbole le symbole de leur capacité à repousser et à retenir, en fait, une Russie qui met de plus en plus de ressources humaines et de plus en plus de ressources armées. Mais alors justement, comment font-ils pour tenir, Anna Colin-Lebedev, puisque on voit que la Russie ne lésine sur aucun moyen pour, tenter d'enfoncer le front? Je pense qu'ils essaient de tirer les leçons justement de leur capacité à tenir, et notamment ce qui est en train de, par exemple, progresser aujourd'hui dans la pensée ukrainienne, c'est cette idée que cette guerre, heu,
quelque part, une victoire ukrainienne dans cette guerre serait une capacité à neutraliser la Russie, hein. Il y a des experts ukrainiens qui parlent de neutralisation stratégique, avec cette idée que, en fait, on nie à la Russie, on empêche la Russie d'arriver à ses fins, non pas par le nombre, par le quantitatif, parce qu'une fois de plus, les Ukrainiens n'ont pas assez de munitions, n'ont pas assez d'hommes, mais en contournant par cette capacité d'innovation, par cette capacité à frapper les forces russes là où elles s'y attendent pas. C'est pour ça que l'Ukraine, par exemple, a une politique de frappe à l'arrière. Aujourd'hui, en profondeur du territoire russe, sur les bases aériennes, sur les entrepôts de carburant, sur les entrepôts de munitions. Voilà, donc il y a cette idée que de toute façon la Russie restera de l'autre côté de la frontière et qu'elle risque de garder pendant tout un moment en fait des intentions belliqueuses à l'égard de l'Ukraine. Donc il n'y a pas d'attente en réalité, ou je dirais plutôt il y a une attente très prudente vis-à-vis d'un potentiel cessez-le-feu qui n'est pas du tout perçu comme un accord de paix. C'est-à-dire, pour vous, l'idée selon laquelle les Ukrainiens seraient démoralisés est une idée fausse? Les Ukrainiens sont fatigués, épuisés, il manque parfois de ressources, mais la démoralisation est alors, bien évidemment, vous voyez, l'extrême fatigue va créer des moments de découragement, mais moi qui vais en Ukraine très régulièrement, je constate à chaque fois avec une surprise et un certain enthousiasme à quel point, en fait, ils ont une capacité de mois en mois à innover, trouver des moyens de faire autrement lorsque les ressources manquent. Je pense que cette détermination est là. Ils perçoivent la Russie, ils perçoivent la guerre comme une guerre potentiellement très longue. Et donc, dans cette guerre très longue, je dirais, ce qui se joue aujourd'hui, c'est une phase des batailles et non pas l'issue du conflit. L'idée selon laquelle de moins en moins d'Ukrainiens veulent se battre? Non, ça, je vous c'est une situation comment dire? On l'armée ukrainienne peut avoir un certain nombre de difficultés à recruter, qui ont trait je dirais, pour une grande partie à des questions organisationnelles, parce que c'est compliqué aujourd'hui d'intégrer des Ukrainiens qui ne se sont jamais envisagés sur le champ de bataille, qui sont très, très loin de l'institution militaire, qui ont aucune formation militaire, aucune expérience. Donc le coût de l'intégration d'un combattant supplémentaire est beaucoup plus élevé, hein. Et surtout, en fait, là, l'armée ukrainienne recrute et continue à recruter. C'est juste que les pertes sont énormes sur le terrain et que l'armée russe, elle, met beaucoup plus d'hommes en face. Et oui, c'est ce déséquilibre et ce rappel que la force pure, la brutalité a une efficacité dans la guerre. Alors, la brutalité a une efficacité, mais la brutalité a aussi un coût. Et je pense qu'il est important de souligner que la Russie aujourd'hui, alors, voit ses ressources s'épuiser également. Et ça, on a des indicateurs à la fois économiques, à la fois militaires, mais aussi d'une certaine manière politiques. Mais que arrêter la guerre commence à avoir aussi un coût. Et notamment, ce coût humain qui a été, voilà, récemment chiffré et évalué par des enquêtes. On dit que, voilà, la Russie aurait, 1,2 million de pertes, en morts et blessés, dont plus de 300 000, de personnes tuées. Cette information, aujourd'hui, n'est pas arrivée, en fait, jusqu'aux oreilles des Russes. Et le pouvoir fait tout, à la fois pour que la population n'en ait pas conscience, mais aussi il fait tout pour ne pas faire revenir les combattants du front. Parce que le jour où il y a un cessez-le-feu et on doit en fait démobiliser tous ces combattants qui sont aujourd'hui sur le front, eh bien c'est un autre bilan de la guerre qui sautera aux yeux de la population russe. Bon, mais Vladimir Poutine donne l'impression d'être un leader déterminé qui ne fléchira pas. Vladimir Poutine cherche à avoir cette image de leader déterminé qui ne fléchira pas. Aujourd'hui, je dirais, il a reconstruit sa mainmise sur le pays autour de la guerre, hein. Et donc, en fait, arrêter la guerre pourrait être extrêmement compliqué aussi en termes de loyauté politique et d'allégeance d'un certain nombre de cercles autour de lui, en termes économiques, parce que l'économie aujourd'hui et la croissance russe que l'on décrit souvent est une croissance soutenue uniquement par de l'industrie militaire. Dans les autres secteurs, en fait, l'économie décline. Et aussi aujourd'hui, Vladimir Poutine, je dirais, donne l'impression de tenir, par exemple, les territoires qu'il occupe et qu'il cherche à intégrer dans
dans le giron russe. Si un cessez-le-feu est signé et que ces bouts de région de Donetsk et de Lugansk, de Kherson et de Zaporizhia passent dans le territoire de la Fédération de Russie, eh bien, ce sera une autre affaire que de contrôler ces territoires. Et je pense que voilà, l'illusion de contrôle est quelque chose que le pouvoir russe cherche à promouvoir dans nos sociétés avec un grand succès, hein. Plus personne n'est véritablement pro-russe. Enfin, en tout cas, il y a moins de pro-russes dans les pays occidentaux, mais il y a une grande proportion de la population qui aura tendance à croire que la Russie est puissante, que la Russie peut avancer, que la Russie a des ressources illimitées et que que la population va suivre. Oui, enfin, on peut être pro-russe, on peut aussi considérer que Vladimir Poutine ne menace pas directement l'Europe. Alors les Ukrainiens, eux, ont tendance à écouter ce que dit le pouvoir russe, et le pouvoir russe parle toujours en fait d'une guerre conduite contre un Occident collectif, et de plus en plus en fait d'une guerre conduite contre l'Union européenne, puisque les États-Unis, on ne sait plus trop en fait de quel côté ils sont dans ce conflit armé. Euh, quand on écoute les Ukrainiens, ils ont vraiment aujourd'hui la sensation de payer le prix en fait de notre incapacité à prendre conscience que la Russie en fait nous menace directement. Aujourd'hui, ils ont conscience en fait enfin, ils ont l'impression que dans la suite de cette guerre, on se rendra compte, mais un petit peu trop tard, qu'il aurait fallu soutenir l'Ukraine davantage. Donc il faut imaginer encore une histoire très longue, Anna Colin-Lebedev. Alors, je pense que cette idée de retenir la Russie peut être une idée voilà, qui nous fasse avancer. Il y a un grand changement chez les Ukrainiens dans leur attitude vis-à-vis des pays de l'Union européenne. Si auparavant ils se considéraient un peu comme voilà, ils avaient volontiers tendance à penser qu'ils étaient le partenaire aidé, qu'ils étaient un peu le partenaire junior. Aujourd'hui, c'est complètement une autre vision de leur place dans la défense de l'Europe. Merci beaucoup Anna Colin-Lebedev, maîtresse de conférence à Paris-Nanterre, spécialiste de l'Ukraine et de la Russie post-soviétique.